Wesh les amis, aujourd'hui on est loin de Paris, on est dans les Corbières et on va vous parler d'un truc un peu différent d'habitude. On va vous parler de choses sérieuses, de sociologie, d'école et de pourquoi est-ce que l'héritage culturel est déterminant dans la réussite scolaire. Là, ça va choquer un peu au début, parce qu'on pourrait croire qu'à l'école, il s'agit que du talent, du mérite, du travail, de comment est-ce qu'on a bien fait ses devoirs, comment est-ce qu'on a bien pris ses notes, et comment est-ce qu'on a réussi à briller lors des examens, et que c'est pour ça qu'on réussit. Et moi là, je vais vous parler des travaux de deux sociologues, Pierre Bourdieu et Passeron, des travaux des années 60, Les héritiers en 64 et La reproduction en 70. C'est des vieux travaux de sociologie, mais qui restent encore pertinents aujourd'hui et qui montrent qu'il y a une grande influence de l'héritage familial sur les résultats scolaires. Alors ça se voit d'abord par la culture que l'école véhicule, parce que ça vous a pas échappé, à l'école il y a des programmes, il y a des sujets, on nous parle de Molière, de Racine, du théorème de Pythagore, de la bataille de Marignane, du cycle de l'eau, des circuits électriques et de plein de choses qui sont dans les programmes. Et cette culture que l'école véhicule, elle peut être dite légitime. Parce que en fait l'école elle fait un petit découpage dans toute la culture qui existe dans notre monde et en choisit et en sélectionne certains aspects. Et c'est des aspects souvent pas innocents. On voit bien que Racine c'est pas Marc Lévy, c'est pas Harry Potter, et que on nous parle assez peu des injecteurs d'un moteur ou de comment est-ce qu'on réussit une béchamel ou de quels sont les différents types de tissus et de plein d'autres éléments de la culture que l'école aurait pu relayer et qu'en fait elle ne relaye pas parce qu'elle s'attache et qu'elle est concentrée sur la culture légitime. Et donc tout de suite on voit que selon qu'on soit élève, enfant d'un milieu plus ou moins familier avec cette culture légitime, on aura déjà des facilités ou pas. Et il y a des enfants qui sont issus de milieux où très peu de gens parlent de Racine, il y a très peu de livres à la maison, quand on fait des voyages, si on en fait, c'est très peu des voyages au musée ou des voyages culturels, alors que d'autres enfants sont issus de milieux sociaux où il y a énormément de livres à la maison, où on est déjà allé plusieurs fois au théâtre, où la musique qu'on écoute est de la musique classique, ou quand on prend des vacances, on va voir Carnac, les dolmens en Bretagne ou les châteaux cathares ici dans les Corbières, et on a déjà une introduction à l'histoire et à plein d'éléments que l'école nous transmet par nos vacances et la fréquentation de nos parents. Et donc Bourdieu et Passeron appellent ça le capital culturel hérité. Donc c'est une mesure où on regarde un peu le niveau de diplôme des parents, le nombre de livres à la maison, les types de consommation culturelle, la manière de prendre des vacances, et on voit que les milieux qui ont un capital culturel hérité important et proche de la culture légitime de l'école, les enfants de ces milieux-là ont beaucoup plus de chances de réussir que d'autres enfants. Donc du coup on voit qu'il y a déjà une première influence de l'héritage familial sur les résultats par le type de culture que à la fois l'école favorise et que le milieu familial véhicule. Et donc du coup ça fait une première distinction et une première manière que l'héritage a de jouer. Donc là je vous fais une petite précision pour pas que vous preniez mal ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'un milieu favorisé pour réussir et que c'est absolument impossible pour les milieux d'en bas. Non, c'est pas du tout aussi absolu. Tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est à prendre avec un peu de pincette et pour réfléchir à ce que fait et ce qu'est notre système scolaire. Vous prenez ce que je dis comme des questions et des manières de penser le système scolaire, et du coup faites-le travailler, réfléchissez sur votre expérience, sur ce que vous vivez, plus que soyez bloqué par votre destin ou des exemples particuliers. C'est une petite précision, et là maintenant je vais passer à mon deuxième point. Deuxième point, là on va parler de la manière d'être. Parce que en fait l'école ça sanctionne plus que des connaissances. Bon ok, c'est un peu moins vrai dans les maths où là on a juste ou on a faux, c'est vrai, ok. Je parle souvent des matières, surtout des matières littéraires, je vous l'accorde, il n'y a pas de problème. Mais l'école, elle sanctionne aussi une manière d'être, une manière de parler. Et quand quelqu'un parle avec un accent qui est très éloigné du milieu social des profs, un peu comme ça, sans s'en rendre compte, il va avoir plus de marche à gravir pour avoir une bonne note à l'oral que quelqu'un qui est immédiatement avec la bonne manière de parler, la bonne manière de se tenir, la bonne manière d'enchasser des subordonnés et l'accent qui est commun à celui du milieu social des profs. Parce qu'en fait l'école, c'est une machine où il y a des professeurs et des élèves. Et les professeurs ont certes des attentes scolaires, ils ont un programme scolaire, ils ont différents points que eux doivent transmettre dans leurs cours et qui sont plus ou moins acquis
selon les notes et les réussites aux examens des élèves. Donc il y a tout un truc qui est cadré, mais il y a quelque chose qui ne l'est pas. C'est la relation d'individu à individu. Et cette manière d'être qui touche beaucoup la relation d'individu à individu est différemment transmise selon les milieux. Donc je vous ai pris l'exemple de l'accent, mais ça se voit aussi dans les manières d'écrire. Et le problème, c'est que les profs n'arrivent pas à enseigner, ça ne s'enseigne pas cette manière d'être. Et dans les difficultés à l'écrit, souvent les profs en sont bornés, enfin ne peuvent pas dire plus que, du coup, lisez, confrontez-vous à la lecture, et par la confrontation à la lecture ou à écouter des émissions sérieuses, l'élève va avoir un peu plus d'habitude d'entendre et de manier un rapport à la langue élaboré, soutenu, mais le prof est obligé de lui dire écoutez, lisez et imitez. Et c'est quelque chose qui est plus difficile à transmettre que des connaissances très strictes comme dans les maths ou comme les points de programme en histoire. L'important, c'est de bien mesurer le fait qu'il y a plusieurs registres, comme je vous le dis toujours, comme je vous le répéterai encore souvent, je pense, et savoir alterner entre ces registres, entre le familier, le courant, le soutenu, entre l'oral et l'écrit, voilà, voyager entre tout ça, et tout maîtriser. Oui, Lucie. Mais comment on sait si c'est à l'écrit, si c'est à l'oral? Comment on sait quand il faut utiliser un mot plutôt à l'oral ou à l'écrit? Bon, ça, c'est des choses, normalement, qui s'apprennent comme ça sur le tas, j'ai envie de dire. Pour ça, il faut se servir un petit peu de l'intuition. Ouais. C'est quoi l'intuition? C'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est quand on peut pas servir vraiment de la raison, quand on peut pas vraiment... C'est pas une histoire de savoir ou de pas savoir, c'est plutôt une question de sentir les choses, ça se sent, voilà. L'intuition, c'est quand on sent les choses. Mais si on ne le sent pas? Si on se sent pas, eh ben comment dire, bon. Et du coup, le problème, c'est que comme ça s'enseigne plus difficilement, il y a vraiment plus de marches à gravir pour un élève qui est issu d'un milieu social où la manière d'être qu'on lui a véhiculée, où le rapport à la langue, le rapport à l'écrit et le rapport à l'accent est différent. Il va avoir plus de marches à gravir pour monter les échelons scolaires. Et donc, on voit que ou à l'écrit ou à l'oral, des milieux vont se retrouver largement favorisés ou non selon leur milieu social d'origine. Et donc, on voit qu'une deuxième manière que l'héritage a d'influer les résultats scolaires, c'est dans la manière d'être, et les sociologues Bourdieu et Passeron appellent ça l'éthos. Donc là, c'était mon point 2, j'espère que c'est clair, on progresse doucement. Et le point 3, c'est une espèce de typologie. Donc là encore, je vais vous le dire direct, une typologie à prendre avec des pincettes. Les typologies, en sociologie, c'est des cas idéaux. C'est comme si vous écrivez une relation chimique pure, un truc où il n'y a pas de défaut, où on essaye d'isoler un peu comme une petite histoire parfaite, mais elle n'existe jamais dans la réalité. Hein. Donc ce que je vais dire des 3 points, des favorisés, des classes moyennes plus ou moins, et des milieux défavorisés, cette typologie-là, il faut la prendre avec des pincettes et essayer de remarquer à quel point est-ce que tous les exemples que vous connaissez ou les exemples de votre vie sont différents ou proches de chacun des points de cette typologie. Donc Bourdieu et Passeron, comme ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui jouent dans le milieu social hérité dans les résultats scolaires, donc la culture, le capital culturel hérité et la manière d'être, l'éthos, comme ils voient qu'il y a plein de choses, ils remarquent que ces choses-là varient différemment selon les milieux. Et que, en plus de transmettre une culture et une manière d'être, les milieux sociaux transmettent aussi un rapport à l'école. Et que du coup, on pouvait typologiser et regrouper et décrire différents milieux, en gros en haut, milieu et en bas, dans les rapports qu'ont les élèves à l'école. Donc souvent, les classes favorisées, ceux qui viennent d'un milieu social où il y a pas mal d'argent et pas mal de culture, de capital culturel hérité, les élèves de ce milieu-là ont un rapport comme un poisson dans l'eau à l'école. On parle pareil qu'eux, quand eux font une blague, elle tape immédiatement dans l'imaginaire du prof. Quand le prof fait une référence, il peut réfléchir à ce qu'il a vu pendant ses vacances et répondre du tac au tac. Il y a une espèce de familiarité avec à la fois le milieu scolaire, la relation avec le prof et les examens. Parce qu'il a un peu plus l'habitude d'écrire de manière abstraite, de faire des longues phrases, d'avoir le droit de se sentir autorisé à répondre en cours. Et tout un ensemble de petites choses qui sont transmises par le milieu, qui fait qu'un enfant de classe favorisée aura des chances de se sentir très à l'aise à l'école. Et du coup, ça c'est un des premiers points où les classes favorisées peuvent se sentir en poisson dans l'eau. Et il y en a un autre, il y a un autre profil de classe favorisée, c'est celui qui en a rien à foutre de l'école, mais par excès.
il peut ressembler au cancre, mais lui, il s'en fout de l'école parce que ses parents gagnent pas mal d'argent, il a déjà les connexions, il a déjà l'assurance qui lui permettent de se sentir légitime et validé. Et en un sens, il n'a que faire d'avoir un petit tampon et un petit diplôme de plus. Peut-être il doit le faire vite fait pour faire plaisir à ses parents, mais il joue la désinvolture, il envoie chier les profs, il les méprise un petit peu. Il est tellement assuré par la thune et les réseaux que vraiment, légitimement, il n'a que faire de l'école et du diplôme pour monter. Donc ça, c'est ou poisson dans l'eau quand on est classe sup version cultivée, ou désinvolture par excès quand on est classe sup version on a surtout de la thune et on s'en branle de l'école. Ça, c'est la manière d'être, le rapport à l'école que véhiculent les classes favorisées. Premier point de la typologie. Deuxième point, c'est un des points les plus intéressants, c'est ceux qui sont au milieu. Donc là, ce que la famille transmet, c'est ce que Bourdieu et Passeron appellent une bonne volonté culturelle. C'est-à-dire que les parents ont des chances de faire sentir à l'enfant que l'école, ça compte, que c'est important de réussir, qu'il faut bien travailler, et que ce que dit le prof, c'est vrai, et que vraiment, oui, les maths, ça sert à rien, mais il faut que tu travailles. C'est pas bien, t'as eu 12, quand même, fais un effort, fais tes devoirs. Que oui, on n'y connaît rien du tout à la littérature, mais on va t'acheter les bons bouquins qu'il faut, quitte à prendre un peu sur notre budget, pour que tu réussisses bien tes études. Cette bonne volonté culturelle, c'est quand, dans un milieu social, on sait que l'école est légitime, que la culture de l'école a une valeur, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas complètement, mais on sait que ça vaut. Alors, on y va et on paye hommage. Et ce milieu social-là, il transmet souvent une volonté de réussir. Et les enfants issus de catégories moyennes avec une bonne volonté culturelle, on les pousse pour réussir. On fait en sorte, quitte à prendre des cours particuliers et à faire des sacrifices sur le budget familial, on va faire en sorte que l'élève réussisse, que l'enfant réussisse, parce qu'on sait que même si on n'a pas les codes, même si le métier et l'histoire des deux parents n'est pas une histoire très familière avec la culture légitime de l'école, même si on n'a pas les codes, on sait que c'est important. Donc on dit au gamin, allez, vas-y, et on lui fait, et on l'incite à aimer l'école. Ça, c'est le milieu moyen, et ça s'appelle bonne volonté culturelle. Et enfin, il y a les milieux défavorisés. Un des traits qui se retrouve parmi les enfants de milieux défavorisés, c'est que souvent, ces gens-là ont perdu à la loterie de l'école. Souvent, les parents qui n'ont pas trop d'argent et pas trop de diplômes, c'est des gens qui ont vécu l'école. Elle est obligatoire depuis quand même un paquet d'années, donc les parents ont vécu l'école, mais ont vécu l'école comme quelque chose de difficile, quelque chose où ils devaient travailler, c'était pénible, et après ils devaient passer des examens et recevoir des mauvaises notes. Donc c'était difficile pour les parents. Et du coup, ce que l'école leur a transmis, c'est un espèce de malaise. On n'est pas bien dans cette... Qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère? On nous amène dans une salle de classe, on nous dit apprends un truc, on nous dit parle d'une certaine manière. Les trucs qu'on doit apprendre, on les connaît pas. Notre manière de parler, c'est pas la même que nous, donc ça marche pas non plus. Et donc l'école représente un peu comme une galère, un jeu où les dés sont pipés, un jeu truqué où on perd à chaque fois. Et du coup, ces milieux sociaux peuvent transmettre une espèce de rejet de l'école, ça sert à rien, vas-y, sors vite, fais un apprentissage, trouve-toi un patron et gagne ton argent, on s'en fout des maths, on s'en fout du blabla, c'est pas pour toi. Et ça se comprend, hein. Imaginez que vous soyez quelqu'un de gringalet, machin, et qu'on vous dit, allez, viens, t'es obligé de jouer à une compétition d'arts martiaux, de toute catégorie de poids confondue, où tout est permis. Vous êtes quasiment sûr de vous faire marin, mais vous n'allez pas y aller. Et ce rapport-là, justement, montre encore l'influence de l'héritage culturel et du rapport à l'école que transmettent ou les catégories favorisées, moyennes ou défavorisées aux élèves. Et donc l'héritage, ou par la culture, ou par la manière d'être, ou par le rapport à l'école, influe beaucoup sur la réussite scolaire. Et c'est ce que j'avais envie de vous dire avec Bourdieu et Passeron. Je crois que j'ai été très long, donc je m'arrête là. Mais je vais peut-être vous ajouter une objection, une réponse à une objection, je vais voir avec mon pote. Merci beaucoup et merci d'avoir profité des Corbières avec nous. À bientôt.